19e siècle, l'invention du chemin de fer allait bouleverser le monde. Les inventeurs allaient utiliser la force de la vapeur, une force mécanique qui pour la première fois n'était pas celle de l'homme ou de l'animal. La révolution industrielle allait suivre, ainsi que bien d'autres comme l'électricité, le gaz, le pétrole. Des fluides que l'on allait dompter et utiliser la force. Le chemin de fer a toujours fasciné les hommes. De cette machine haletante que décrit Zola dans La bête humaine, à ces automotrices qui traversent la France à 300 km/h, que l'on appelle le train à grande vitesse, le train a toujours fait rêver. Car il est le symbole de l'évasion du quotidien, des vacances, d'horizons nouveaux. De ces merveilles de la mécanique, ils en ont fait des jouets pour leurs enfants, s'émerveillant ainsi devant ces wagons de tôle pliés, brinque-ballant sur des voies en fer blanc. Au début du XXe siècle, à une époque où on ne parlait pas encore de parité, la poupée était le jouet des petites filles et les trains électriques celui des petits garçons. Les temps ont évolué et les jeux vidéo, consoles ont eu raison de ces jouets construits pour les petits garçons. Devenu très cher, le train électrique d'aujourd'hui s'appelle le modélisme. Les motrices, voitures, wagons y sont reproduits avec la plus grande exactitude. L'informatique s'est invitée dans la gestion des réseaux et en fait, il ne s'adresse qu'à des enfants de plus de 60 ans. Il n'en a pas toujours été ainsi. Retour sur un siècle de jeux. Deux principes vont guider les constructeurs. Faire des jouets robustes, aux couleurs vives, facilement manipulables par les enfants, et faire une gamme de jouets bon marché pour vendre à une très large part de la population. Et une gamme plus élaborée et plus réaliste, mais aussi beaucoup plus chère, s'adressera à une population plus aisée. La première chose que l'on a trouvée est l'échelle de reproduction des modèles. Le populaire 0, le 1/43e, avec ses voies de 35 mm, facile à monter ou à démonter dans les petits logements. Le respect de l'échelle restait de taille car il fallait faire tourner le train sur une courbe de 1,20 m de diamètre, alors que rapporté à l'échelle, une vraie courbe serrée aurait 9,30 m de rayon. On va tricher sur la longueur des wagons et des locomotives. Dans notre beau pays de France, nous allons à Gebbeville, dans l'un de ces jolis pavillons où est installé un grand réseau de jardins. Il va nous permettre de faire revivre tous les trains électriques des enfants du baby-boom. Ne cherchez pas Gebbeville sur une carte. Ce village n'existe pas, car la collection présentée exige de prendre des précautions.
Les pièces ont de la valeur et peuvent attirer des mains malhonnêtes. Voler un collectionneur, c'est bien plus que lui prendre son bien, c'est lui prendre une partie de son âme d'enfant. Pour cette raison, ce lieu merveilleux doit rester secret. Si la collection est ancienne, ses moyens de protection sont au top de la technologie en matière de survie. Caméras de surveillance, sirènes, brouillard artificiel, détecteurs de mouvement, le tout relié à un centre de télésurveillance intervenant dans le quart d'heure. Les premiers jouets fonctionnaient à la vapeur. Un brûleur à gaz d'alcool disposé sous la chaudière chauffait de l'eau qui actionnait les pistons. Ce fonctionnement était assez aléatoire car il fallait attendre que la production de vapeur soit suffisante pour faire avancer le train. Avec le renversement de l'eau bouillante et de l'alcool, un risque de brûlure ou d'incendie n'était pas négligeable. Beaucoup plus populaire était le train mécanique. Un ressort remonté avec une clé faisait plusieurs tours de circuit à la machine. Souples, sans aucun danger, ils étaient très faciles à produire et bon marché. Seul inconvénient, une fois le ressort détendu, le convoi s'arrêtait après 1 ou 2 minutes de fonctionnement et il fallait remonter le mécanisme. L'électricité sera le remède à ces interruptions permanentes. Début du XXe siècle, les sociétés d'électricité distribuaient du courant continu 110 volts. Pour alimenter la voie, on avait recours à une lampe et à un rhéostat pour réguler la vitesse, mais aussi limiter théoriquement la tension à 40 volts. Cependant, à vide, elle pouvait atteindre les 70 volts, tension dangereuse provoquant des chocs électriques. À l'arrivée du courant alternatif, on abaissera cette tension à 20 volts par un transformateur nommé basse volt. C'était devenu sans danger. Les machines fonctionnant par rhéostat pouvaient, par leur moteur universel, s'accommoder de la tension alternative de 20 volts. Le courant électrique sera distribué par un rail central isolé de la traverse en fer-blanc. Ce système d'alimentation perdurera pendant toute la durée de vie de ces trains. Les constructeurs ont mis au point un bloc moteur complet avec transmission et essieu pour tous leurs modèles. Avec cet ensemble, on obtient une locomotive à vapeur,
Une locomotive électrique. Une locomotive électrique. Un autorail. Ce bloc moteur, appliqué aux différents modèles de la marque, permet bien évidemment des réductions de coûts de production, mais garantit aussi à l'acheteur d'un modèle d'entrée de gamme de bénéficier de la même motorisation. Les locomotives étaient équipées d'un moteur universel avec un inducteur en série avec l'induit. L'avantage de ce moteur est de prendre du courant alternatif ou du courant continu. L'inconvénient, c'est que l'inversion du sens de marche doit se faire sur la machine, car c'est dans l'inducteur que se crée le champ magnétique qui fait tourner l'induit. L'inversion se fait donc sur la machine au moyen d'un levier plus ou moins discret. Sans problème pour les locomotives à vapeur, il devient plus problématique sur les machines électriques ou si on veut faire des manœuvres. Ce qui est valable pour les machines le sera aussi pour les voitures et wagons. Un châssis unique sur lequel on fera une voiture voyageur, un pullman, un mixte fourgon. On habille ensuite les caisses de tôle pliée de différentes couleurs selon les modèles désirés, d'où le nom qui est resté à ce type de train-jouet, le tin plate. Quant à la reproduction des modèles de la SNCF ou des grandes compagnies de chemin de fer, elle est tout à fait approximative. Il est fait appel à l'imaginaire de l'enfant pour rattacher sa locomotive ou son wagon au rapide de ses rêves. Le train fait rêver et le tin plate est là pour concrétiser ce rêve. Deux constructeurs vont occuper le marché français, JEP et Ambi. JEP est la contraction de la raison sociale, le jouet de Paris, fondé en 1899. Il est une filiale de la Société industrielle de ferblanterie. Des industriels déjà familiarisés avec le fer-blanc et l'aluminium pour faire des articles ménagers. Une usine d'1 hectare de superficie est construite à Montreuil, rue de Paris. Elle emploie 500 ouvriers. On y fabrique tous les trains et accessoires. Cette locomotive 120 Tandem-Citerne que nous avons vue en version mécanique est ici vendue avec un moteur S58 à courant alternatif. On la retrouvera également
avec un moteur AP5 couleur chocolat en courant continu. En moyenne gamme, nous avons cette 232 Tandem citerne, vague reproduction d'une Pacifique carénée couleur chocolat tirant des wagons de 36 cm les plus longs de la gamme. L'attelage se fait de façon unilatérale par un croc et une boucle peu discrète. En haut de gamme, nous avons ce train, la Flèche d'Or, avec une Pacifique qui, si elle n'est pas exacte, possède au moins le nombre de roues correct. La voiture Pullman de ce train de prestige est raccourcie à 5 pneus. Le train complet coûtait alors près de 2 semaines de travail d'un ouvrier. On présentait alors surtout des modèles de machines à vapeur, car la traction électrique arrivait timidement au début du XXe siècle. Avant-guerre, seuls Austerlitz et Montparnasse possédaient des caténaires. En moyenne gamme, également, la célèbre 2D2 5500 du PO qui va perdre 2 essieux moteurs pour le gabarit Tinto. Joli modèle, bien lithographié, un très bon roulement et un inverseur placé sous le côté du châssis. Facile à vendre, on trouve cette boîte à sel, reproduction d'une BB à 600 volts chargée en 1900 de la traction des trains entre Austerlitz et Orsay lors de l'exposition universelle. Ce modèle est composé d'un bloc moteur et d'une caisse posée dessus. Après le second conflit mondial, la traction électrique va prendre de l'ampleur avec la mise sous tension de l'artère Paris-Lyon, puis de l'étoile de Savoie et sur le nord-est des premières lignes en monophase. L'usine de Montreuil reprend la production de jouets avec des innovations de nouveaux modèles électriques. L'attelage à croc unilatéral va céder la place à un attelage plus discret. En entrée de gamme, on verra une BB à 2 essieux par la reproduction des BB 9001 et 2 avec les 2 systèmes. Il existera une version bicolore et une version monocolore de cette machine. Quelques années plus tard, elle deviendra BB 8101, toujours à 2 essieux et toujours très approximatif. Sauf pour les modèles bon marché, les locomotives vont adopter le Zamac. Le Zamac est un alliage à base de zinc auquel sont liés de l'aluminium et du magnésium et du cuivre. Sa température de fusion est de 400 degrés. Il est particulièrement adapté à la coulée sous pression. Les alliages de zinc permettent d'obtenir des pièces minces et de configurations complexes. Les modèles à caisse Zamac commencent avec cette 120T Tandem qui hérite du bloc moteur commun à la série 60. Lourde,
Elle possède une meilleure adhérence et la puissance du moteur à P5 lui permet de tirer de nombreux wagons, même dans les courbes serrées. Ce sera ensuite le courant continu obtenu par un redresseur sec à l'intérieur d'un transformateur sur la sortie secondaire pour alimenter un nouveau moteur. Le moteur à aimant type AP5, 5 pôles, va équiper toutes les machines. Avec ce moteur, l'inducteur est polarisé, c'est un aimant permanent. L'inversion se fait au niveau du transformateur. Le levier d'inversion placé sur les machines disparaît. On dit alors qu'elles sont télécommandées. En 1955, un événement extraordinaire allait bouleverser le chemin de fer. Dans les Landes, 2 locomotives électriques allaient pulvériser le record du monde de vitesse sur rail à 331 km/h. Cet événement, que l'on diffusait dans les cafés munis d'une télévision à 819 lignes, a donné à la traction électrique ses lettres de noblesse et boosté les ventes de trains jouets. On est parti. Les arceaux de la caténaire espacés de 90 mètres vont bientôt défiler à la cadence d'1 par seconde. 154 est pulvérisé. Il est 7h35, l'heure du départ. La voilà partie à son tour vers son destin. .310. .320. Reproduire la CC 7107 était assez facile, mais pour la BB 9004, avec ses courbes et son galbe, c'était une autre histoire, même avec du Zamac. On se contentera de la BB 8100, une caisse carrée facile à dessiner, et puis des BB 8100, il y en avait partout, même sur le sud-est nouvellement électrifié. Elles avaient d'ailleurs assuré les trains rapides entre La Roche et Dijon dans l'attente des locomotives de vitesse. Jep a donc créé une superbe BB 8101
à caisse et châssis Zamac. Exceptionnellement, à cette échelle, la reproduction est légèrement plus longue que le vrai modèle, avec des enjoliveurs, des hublots cerclés comme les vitres frontales. Elle est magnifique. Son poids de près de 2 kg lui assure une adhérence excellente et une très bonne tenue de voie. Elle est munie d'un éclairage dans chaque cabine et de 2 pontographes fonctionnels. Vendue en 1955, 6 750 francs anciens, elle était d'un prix raisonnable pour un modèle de cette qualité. Elle sera donc produite à des milliers d'exemplaires et on en retrouve même aujourd'hui dans les salles des ventes à des prix raisonnables. C'est la plus rentable des réalisations de Jep. Elle était aussi populaire que la 403 de Peugeot berline de moyenne gamme. Avec la BB Jep, on associera la gamme des voitures de 29 cm. D'inspiration DEV, on trouvera une voiture poste, une mixte, un restaurant, un lit et une mixte fourgon qui restera toujours affectée à la 3e classe, pourtant supprimée en 1956. À côté de la belle bébé, la petite 120 en Zamac faisait pâle figure. Jep décida d'améliorer le modèle en redessinant la caisse et en abandonnant le bloc moteur commun. Il prépara une motorisation spécifique pour en faire une 131 TC, inspiration de la locomotive Nord de banlieue 141 TC. Le dessin de la caisse est conforme à la réalité, l'embiellage est exact et magnifiquement reproduit. Cela aurait été un très beau modèle si on avait osé mettre le nombre exact d'essieux et si on avait mis des petits phares à la place des gros trous à l'avant de la caisse. On est passé tout à côté de la perfection. Dommage. La CC 7001 fut la machine haut de gamme de la marque jusqu'en 1959. Des blocs moteurs spécifiques, puisque chaque bogie est munie d'un moteur AP5. Une décoration très soignée, 2 couleurs de caisse comme dans la réalité, et comme le souligne le catalogue, une machine richement décorée. Le ralenti et la tenue de voie sont exceptionnels. La puissance aussi. Selon le fabricant, elle pouvait tirer 25 voitures de 36 cm ou 40 wagons, mais qui possédait un réseau assez grand pour vérifier ses performances. Cette machine à 2 moteurs très soignés a un coût 11 500 francs anciens en 1955, presque le double prix de la BD. Autre problème, avec ces 2 moteurs, elle est très gourmande en courant, et si on possède que le transformateur 6053U, elle doit circuler seule, sinon disjonction. Elle se vend donc assez mal. Plus tard, Jep va sortir une autre version de la CC
avec la même caisse, mais un seul moteur. Version beaucoup plus rare qui arrivera sur un marché où le tinplate est déjà en déclin. Sont associées à cette machine les grandes voitures de la marque, la série des 36 cm à fenêtre ronde, copiant les voitures du réseau ouest de l'État qui étaient les plus modernes avant le second conflit. Non munies de vitrage, ces voitures pouvaient être éclairées par un set comprenant 2 lampes à disposer en caisse et un frotteur à visser sur le bogie. Un bel effet de nuit, mais les lampes consommaient du courant et les frotteurs ralentissaient le train. 1958 verra la sortie de la locomotive 141 P1. C'est la plus belle locomotive à l'échelle 0 sortie par une grande marque. Un châssis rigide de 4 essieux servi par 2 moteurs AP5 intégrés. Malgré ce gabarit, elle négocie sans problème les courbes de 600 mm de rayon. Un fonctionnement extrêmement doux, une puissance de traction considérable et une décoration avec une finesse de détail qui s'approche plus du modélisme que du jouet. Ce sera la dernière locomotive produite par Jep, arrivant bien trop tard dans le contexte de la fin de cette échelle. Car derrière la reine tinplate, il n'y a rien à mettre. Que des voitures de 36 cm qui sont au catalogue depuis des années. On tentera bien de sortir une voiture lit et une voiture Pullman, mais ce ne sont en fait que des relookages des voitures Flèche d'Or de 1935. Enfin, le dernier point, et non des moindres, le prix de vente. 25 000 anciens francs, presque un mois de salaire pour un ouvrier de l'époque. Produite à peu d'exemplaires, fragile, très chère. Et très chère, elle restera. Il n'est pas rare qu'une 141 P Jep aujourd'hui se vende aux enchères plus de 2000 €. Cette locomotive, c'est le chant du cygne de Jep. Il n'y aura plus de nouveautés et 9 ans plus tard, la marque disparaîtra. Pour faire circuler sa belle Mikado, Jep va créer une nouvelle voie avec des rails profilés montés sur des traverses plastiques. Une voie bien plus réaliste où le 3e rail est remplacé par un fil de cuivre plus discret. Là encore, si l'on avait utilisé du May-Short au lieu de l'acier, on aurait pu utiliser cette voie à l'extérieur et éviter l'oxydation. Dans les autres trains proposés par la marque, on trouve les autorails. Un petit autorail bon marché à 2 caisses, muni du moteur universel série 58. Il est vendu avec un rond de rail. Coffret, c'était un produit de début. Dans le même esprit et de couleurs différentes, cet autorail a 3 caisses avec une décoration différente du rouge et crème traditionnel.
On trouve aussi ce gros autorail à 2 caisses avec bogie moteur entre les caisses. Gabarit généreux, décoration rouge et crème, il est la pâle imitation d'un TAR du Nord, train automoteur rapide. Un modèle 3 caisses, dit le triple bleu, sera également mis sur le marché. Il n'a pas duré et est devenu très rare à trouver. Par contre, l'autorail bicaisse sera au catalogue jusqu'à la disparition de la marque. Affecté au début au nord, il sera rebaptisé SNCF. Sa motorisation S58 laissera place à un moteur AP5. Dans les années 50, on verra la naissance de cet automoteur rouge et crème d'inspiration autorail unifié 2700 ou 2800 de la SNCF. 2 versions seront disponibles, l'une rouge et crème, l'autre verte, comme les rames de grand parcours de la SNCF nouvellement sorties. Une remorque faite d'un autorail démotorisé sera également disponible. Toutes ces machines n'auront qu'un succès moyen et ne resteront que des cadeaux de complément devant les grands trains proposés par la marque. Leur fonctionnement, par contre, ne posera jamais de problème.